Qui oblige et dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a vraiment des cours chaque année? Combien d'heures sont dévolues à cela? Ou est-ce qu'on est toujours un petit peu dans le flou? Donc on est dans une problématique d'inaboutissement de ce qu'on appelle la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc vers 2012-2013, au niveau du gouvernement, ils sont parvenus à un accord qui a intégré l'éducation sexuelle parmi les missions de l'école. Mais en restant, je dirais, dans une définition, une approche très, très large, peut-être laxiste et non contraignante ou non suffisamment contraignante, et notamment en ne balisant pas des contenus. Et donc, on peut bien évidemment penser que c'est aussi le résultat d'un compromis politique entre les différents courants qui composent l'État belge et le gouvernement en particulier. Mais donc, il n'y a pas d'attendu en termes de volume d'heures, en termes de ce qu'il faut aborder, ni comment l'aborder. Et évidemment, nous plaidons pour faire avancer ça et clarifier ce qu'on estime être important en termes de contenu et en termes de méthode. C'est difficile de coordonner tout cela pour le moment. Valérie Piette. Oui, et surtout, la question, c'est de savoir qui. Qui va dans les écoles? C'est une question depuis la nuit des temps, en fait. Qui enseigne la sexualité? Comment apprend-on cette sexualité d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est pas défini aujourd'hui. C'est pas du tout défini. Il y a bien cette question de label. On essaye de labelliser certaines associations, dont évidemment les centres de planning familial. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, on a vu des groupes conservateurs chrétiens comme Croissance rentrer dans les écoles bruxelloises et donner cours soi-disant d'éducation à la sexualité, mais qui étaient anti-avortement, anti-contraception, etc., etc. Donc voilà, c'est un enjeu politique majeur actuel. Cécilia D'Acosta, vous faites de l'EVRAS, vous formez même les formateurs qui iront faire de l'EVRAS. Quelles sont les questions abordées? Dites-nous concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on aborde avec des jeunes? Déjà, quel âge ont-ils? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'on fait de l'EVRAS déjà en primaire ou dans le secondaire? Comment ça se passe? Alors, on fait des animations depuis la maternelle, ça dépend un peu des centres de planning. Donc les recommandations au niveau international nous disent qu'on doit commencer l'EVRAS dans une vision bien sûr large depuis 4 ans, même plus tôt parfois, pour discuter avec eux de leur corps, des relations, de l'amitié, des émotions. Et donc on fait de l'EVRAS. L'idée, c'est qu'on fasse de l'EVRAS depuis la maternelle jusqu'à l'université même. Mais forcément, les ressources sont très limitées. Et donc souvent, quand on va dans les écoles, quand on leur demande « est-ce que vous avez eu déjà des animations ?» ils disent que souvent, soit ils n'en ont pas eu, soit ils en ont eu en 6e primaire. Donc effectivement, on se rend compte que cette continuité du travail qui est très importante, de commencer très tôt aussi pour travailler toutes les questions de l'acceptation de l'autre, des relations avec les autres, n'est pas là. Et donc je pense qu'effectivement, l'effort doit être que ce soit vraiment universalisé depuis le début de la scolarité jusqu'à la fin. Et puis il n'y a pas vraiment un cursus, je dirais. Les écoles choisissent un peu les heures qu'elles attribuent à cette éducation. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, dans certaines écoles, il y a peut-être 1 heure ou 2 par an. Ce qui existe maintenant, c'est largement insuffisant de mon point de vue. Je pense qu'il faut travailler plus les collaborations aussi avec les écoles pour permettre aussi, parce qu'effectivement, tous les centres de planning ne vont pas pouvoir répondre à tous les besoins. Je pense qu'il faut faire un travail collaboratif. Et c'est en fonction aussi des écoles et de la bonne volonté de certains éléments des écoles qui décident qu'on a envie que l'école propose ça à ses élèves. Et donc, il y a cette démarche. Mais malheureusement, ce n'est pas généralisé. C'est loin d'être généralisé. Valérie Piette, une réflexion? Oui, c'est pour ça que c'est important de systématiser, évidemment. Parce qu'en fait, les centres de planning sont toujours appelés pour éteindre le feu. On l'a vu, il y a en cas de grossesse non désirée dans une école, tout à coup, la direction appelle les centres de planning. Dès qu'il y a un problème. Dès qu'il y a un problème grave, avec, grave, ou alors ça a été le sida. Là, tout à coup, à l'époque du sida, on a appelé les centres de planning pour éteindre le feu. Il fallait expliquer comment mettre des préservatifs aux jeunes. Et ça s'arrête à ça. Et donc, c'est souvent aussi, ça donne une image caricaturée aussi des centres de planning. En gros, on apprend seulement à mettre un préservatif. On voit souvent ces cours d'éducation à la sexualité comme ça, alors que justement, c'est tant d'autres choses comme on vient de le montrer. Oui, je pose un petit peu à toutes. Est-ce que c'est facile de parler positivement de sexualité quand en même temps on essaye de faire de la prévention? C'est parfois 2 choses antinomiques. Est-ce que c'est facile? Moi, je dirais Cécilia. que c'est essentiel même.
est essentiel même d'être attentif à ne pas parler de sexualité d'une façon négative. Au contraire, c'est très important parce qu'effectivement, les études le montrent très bien que des jeunes qui sont bien avec leur cœur, bien avec leur sexualité, vont avoir beaucoup moins de comportements de risque que des jeunes qui sont, qui n'en parlent pas de sexualité ou ça reste un tabou. Donc la recherche nous montre bien à quel point c'est important de parler de ça. Et je pense que c'est pas si difficile d'en parler positivement de la sexualité. Parler du plaisir, par exemple, avec des jeunes qui ont quoi, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est évident, Nelly ? De plus en plus, parce qu'en fait, maintenant, quand elles viennent pour des contraceptions, que ce soit les jeunes filles ou parfois même les garçons pour venir chercher des préservatifs en centre de planning, c'est aussi un moment où on parle de la relation sexuelle et du respect aussi de l'autre, et aussi qu'est-ce qu'un rapport sexuel ? Qu'est-ce que c'est, pas dans les détails, mais voilà, expliquer à la jeune fille qu'elle a le droit de dire non, elle peut prendre son temps, et si elle n'a pas de plaisir, aller le découvrir, aller le chercher ailleurs. Et donc, des fois, en fonction des jeunes filles et de leur écoute, on peut avoir des réactions tout à fait, soit oui, d'accord, je vais le faire, soit ah non, moi je ne peux pas, dans ma culture. Il y a encore un poids familial et culturel qui est très important dans le plaisir, dans la relation sexuelle. Et c'est ça qu'en planning, on essaye pas de déconstruire, mais de remettre les choses à leur place. C'est bien d'avoir une vie sexuelle respectueuse et respectée. Myriam Dieleman, vous aviez envie de dire quelque chose ? Oui, une petite chose. Je crois que ce qui est important de dire, en particulier dans ce contexte actuel où il y a finalement assez peu d'heures qui sont consacrées par les écoles à l'éducation sexuelle, c'est qu'en fait, je pense que Cécile l'a rappelé, l'éducation sexuelle, elle est conçue de la maternelle à l'âge adulte. Et donc, ce qui est assez important, c'est de le réfléchir en termes de cycle d'apprentissage, si on peut le dire comme ça, adapté, je dirais, à l'âge des enfants, autour de thèmes, mais qui se répètent au cours du temps et qui sont appris différemment en fonction des compétences psychosociales des enfants à chaque âge et puis des adolescents. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'EVRAS, ça touche à plusieurs couches ou à plusieurs considérations. Il y a un aspect, je pense, qui est nécessaire, qui est un aspect informatif, et derrière ça, un aspect préventif. Je pense que pouvoir faire des choix pour soi-même, c'est les faire en bonne information. Je crois que c'est un truc assez minimum. Après, effectivement, si ça se limite à une transmission verticale d'apprentissage, de savoir décrocher de réalité, de questionnement et d'interaction, on rate probablement la méthode. Et donc, il y a un autre enjeu de l'EVRAS qui est aussi, tu l'as dit, je crois, Nelly, c'est la question de l'apprentissage relationnel, de l'apprentissage émotionnel, du corps, de l'autre, de l'environnement. Donc, on est ici sur plusieurs considérations. Mais justement, parler en groupe devant tous ses copains et ses copines de ce qui nous touche, du plaisir, de la relation à l'autre, en 1 heure ou 2, c'est absolument impossible. Raison pour laquelle il faudrait multiplier, évidemment, pour faire de la vraie prévention de terrain et pour ouvrir les cœurs, je dirais. Mais ça prend du temps, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Valérie posait la question de comment on éduque à la sexualité. Je crois que c'est la vie qui éduque à la sexualité. Et après, c'est les amis, c'est les rencontres, c'est les relations, c'est éventuellement la famille, l'école. Enfin, c'est une composante d'une trajectoire dans une vie. Et donc, c'est savoir ce qu'on fait à cet endroit-là qui est pertinent et qui est juste. Je crois qu'il faut calibrer ça, mais ça dure un certain temps, quoi. On a parlé de la famille. Est-ce que les familles sont contre l'EVRAS? Est-ce qu'il y a des réactions parfois violentes contre l'EVRAS ou plutôt positives? Est-ce qu'elles sont contentes finalement d'avoir délégué aux écoles ou au planning cette question un petit peu délicate pour aborder la sexualité avec ses enfants? C'est pas toujours évident. Cécilia? Je pense qu'il y a des réactions différentes. Parfois, effectivement, il y a une première réaction de dire on va parler de sexe à mes enfants, non. Après, quand on discute avec les parents et on approfondit exactement ce qu'on fait, au contraire, ils sont assez rassurés, la plupart des parents. Effectivement, il y a quand même une frange des parents qui vont être toujours contre, parce qu'il y a cette fausse idée que nous, on est là pour transmettre des valeurs. Et nous, on n'est pas du tout là pour transmettre des valeurs, ce qui est bien, ce qui est mal. On est là pour les aider à réfléchir, à avoir un regard critique, à savoir dire oui, à savoir dire non, à comprendre les enjeux qu'ils peuvent avoir dans les relations avec les autres et donc aussi dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles. Donc c'est vraiment très important
de démystifier ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour parler que chacun de son expérience, de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Donc on discute beaucoup plus sur la globalité, sur les valeurs, plutôt que sur les pratiques.